Les êtres humains ne sont pas vraiment faits pour survivre à de très hautes altitudes. Mais cela n'a pas empêché de nombreuses personnes au fil des années d'essayer de conquérir le puissant Everest, le plus haut sommet de notre planète au-dessus du niveau de la mer. La montagne mesure 8848 mètres de haut et est un lieu de température glaciale et d'oxygène limité. Ce n'est pas exactement un endroit hospitalier pour les êtres vivants. Et une fois arrivés là-bas, les corps des gens sont en sérieux danger. Malgré le danger, année après année, les gens continuent d'étudier et de s'entraîner pour endurer les rigueurs de la montagne et relever le défi. Si vous envisagez de faire l'ascension, l'une des premières choses que vous devriez faire est de consulter un médecin pour évaluer votre état de santé physique. De cette façon, vous pourrez découvrir toute condition préexistante qui pourrait être amplifiée par l'altitude élevée. Si vous êtes sérieux au sujet de l'ascension de l'Everest, vous devrez entraîner votre cardio plutôt que votre force. L'altitude au camp de base de l'Everest est de 5361 mètres, ce qui réduit l'oxygène d'environ 50%. Avant de tenter un sommet en mai, il est recommandé d'arriver au camp de base au début du mois d'avril, pour s'acclimater pendant quelques semaines. Il y a même une clinique médicale au camp de base de l'Everest, fondée en 2003, donc vous serez entre de bonnes mains si vous rencontrez des problèmes. Il traite tout, de la toux de haute altitude et du mal aigu des montagnes aux engelures. Il traite même de multiples entorses ou fractures de la cheville en raison du terrain rocheux. La toux de haute altitude et le mal aigu des montagnes sont des affections courantes chez les alpinistes de l'Everest. Le mal des montagnes entraîne des maux de tête et un essoufflement, mais peut être géré en n'ascendant pas plus de 304 mètres par jour. Malheureusement, personne n'est à l'abri de la toux de haute altitude. Les alpinistes savent qu'ils doivent s'attendre à subir le choc de température excessivement froide et à affronter la possibilité d'engelure en gravissant l'Everest. Mais ils pourraient ne pas être préparés à l'autre extrême, la chaleur. Surprenant, n'est-ce pas? Sur l'Everest, la neige et la glace agissent comme un gigantesque réflecteur pour l'éblouissement du soleil, ce qui rend le risque de coups de soleil particulièrement élevé dans certaines zones. La nourriture joue un rôle majeur dans la façon dont votre corps réagit à l'ascension de l'Everest. Dans certains cas, au fur et à mesure que vous grimpez de plus en plus haut, la digestion peut ralentir à tel point que votre corps ne peut plus envoyer de nutriments aux muscles. Il est préférable de manger de petits repas avant de monter vers différents camps. Consommer trop de nourriture à la fois dirigera tout le sang vers l'estomac pour faciliter la digestion, ce qui pourrait le détourner d'autres fonctions du corps en altitude. À des altitudes plus élevées, votre corps commence à ressentir un besoin accru de sucre, et il devient plus difficile de digérer les protéines. C'est pourquoi les grimpeurs s'appuient généralement sur des nouilles simples, des légumes en conserve et des viandes. Mais d'où vient tout ce défi de grimper le mont Everest? Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'apiculteur néo-zélandais qui, avec son ami, est devenu l'une des premières personnes à se tenir au sommet du plus haut sommet du monde. Son nom était Edmund Hillary, et il escaladait déjà avec des équipes britanniques dans l'Himalaya au début des années 50. Puis, en 1953, ils ont été invités à rejoindre une nouvelle expédition à l'Everest. Et devinez quoi? Le 29 mai de cette année-là, Hillary est parvenu au sommet du mont Everest par l'arête sud-est. Les médias se sont emballés pour l'exploit de Hillary, et ils ont été invités à toutes sortes d'événements huppés et de salles bondées pour donner des conférences. Mais Hillary ne s'est pas laissé griser par la célébrité. En fait, il s'en est servi comme d'une opportunité pour faire du bien dans le monde. Il a dirigé une expédition en jet-boat sur le Gange. Mais peut-être de manière plus impressionnante, il est retourné dans l'Himalaya dans les années 1960 pour aider à construire des écoles et des établissements de santé. Malgré tous ses accomplissements et récompenses, y compris son portrait sur le billet de 5 $ néo-zélandais, Hillary est resté modeste jusqu'à la fin. Je veux dire, bien sûr, c'est une montagne vraiment haute, et l'altitude peut sûrement causer des problèmes à la plupart des gens, mais le mont Everest est-il réellement la montagne la plus difficile à grimper? Cela peut être en partie un mythe. Pour les grimpeurs expérimentés, ce n'est pas techniquement difficile. C'est comme une longue, lente et laborieuse ascension, ou ce que les grimpeurs appellent une randonnée. Donc,
Il n'est pas surprenant que certains guides l'aient grimpé 15 fois, tandis que certains locaux l'ont même grimpé un nombre incroyablement surprenant de 21 fois. Maintenant, ne vous méprenez pas. L'Everest reste un adversaire redoutable. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres montagnes encore plus difficiles? Comme le K2, le deuxième plus haut sommet du monde, ou le mont Nuptse, qui se trouve juste à côté de l'Everest. Ce petit gars n'est peut-être pas aussi célèbre que son gigantesque voisin, mais il est constamment escarpé et offre peu d'endroits sûrs pour camper. Au cas où vous seriez prêt à escalader et que vous seriez déjà en train de faire vos valises, clarifions une petite idée fausse. Vous n'avez pas vraiment besoin de subir des années de préparation si vous voulez conquérir le mont Everest. Les autorités népalaises n'exigent pas un nombre d'heures d'entraînement précis avant que vous ne tentiez l'ascension. Cependant, vous devrez obtenir un permis au préalable, qui peut être assez coûteux. Cependant, si vous souhaitez augmenter vos chances de succès et tirer le meilleur parti de votre expérience, vous pourriez envisager de suivre une formation. Soyez prêt à investir dans certaines agences de trekking au Népal qui proposent différents types de programmes de formation. Et avant même de mettre les pieds au Népal, il est important de s'engager dans un programme d'exercice intensifié plusieurs mois avant votre ascension. Vous devez être en excellente forme pour cette aventure unique dans une vie. Si vous décidez de partir, vous pouvez également prévoir un moment avec un guide, de préférence un qui a déjà été sur l'Everest de nombreuses fois. Ils peuvent vous aider avec un dépistage et concevoir un programme d'entraînement pour vous préparer au voyage. Dans l'ensemble, vous n'avez pas besoin d'être un surhomme avec des années d'entraînement à votre actif pour escalader le mont Everest. Mais un peu de préparation ne fait jamais de mal à personne et pourrait rendre votre aventure encore plus incroyable. Sans parler du fait que cela peut vous éviter de vivre des accidents de débutants sur place. Certaines personnes possèdent toutefois des caractéristiques intégrées qui les aident à mieux résister aux hautes altitudes. Saviez-vous que les Sherpas et les Quechua comptent parmi les habitants les plus incroyables des hautes altitudes? Ces gens vivent à plus de 4267 mètres depuis des générations. Et ils se sont adaptés à l'air raréfié d'une manière qui fait passer le mont Everest pour une promenade de santé. Bon, peut-être pas tout à fait, mais vous voyez l'idée. L'une des choses les plus impressionnantes à propos de ces montagnards est qu'ils ont une capacité respiratoire surhumaine dans des conditions avec moins d'oxygène. Cela signifie qu'ils peuvent acheminer l'oxygène à leurs muscles plus efficacement que ceux d'entre nous qui vivent plus près du niveau de la mer. L'une des choses les plus impressionnantes à propos de ces montagnards est qu'ils ont une capacité respiratoire surhumaine dans des conditions avec moins d'oxygène. Cela signifie qu'ils peuvent acheminer l'oxygène à leurs muscles plus efficacement que ceux d'entre nous qui vivent plus près du niveau de la mer. Bien sûr, il reste encore quelques questions auxquelles il faut répondre. Nous ne savons pas avec certitude si cette adaptation a réellement augmenté la capacité d'adaptation de ces populations. Et il est possible que la capacité accrue ne soit qu'un effet secondaire de quelque chose d'autre que fait ce gène particulier. Mais c'est tout de même assez fascinant de penser à la façon dont ces gens ont évolué pour prospérer dans certaines des conditions les plus rudes de la planète. Puis, il y a le gène des Sherpas. Ces personnes extraordinaires, qui vivent dans la région de haute montagne de l'Himalaya oriental, possèdent une variation génétique spéciale qui leur permet également de prospérer dans les environnements de haute altitude. Le gène EPAS1, également connu sous le nom de gène des Sherpas, aide à réguler la production d'hémoglobine, ce qui permet au corps de fonctionner plus efficacement avec moins d'oxygène. Ainsi, tandis que le reste d'entre nous halète et souffre en montant ces pentes raides, les Sherpas montent pratiquement en sautillant sur le flanc de la montagne. Maintenant, vous vous demandez peut-être si vous possédez le gène Sherpa. Eh bien, à moins d'avoir un parent Sherpa, c'est peu probable. Mais même si vous n'avez pas ce gène, étudier la génétique des Sherpas pourrait mener à des découvertes médicales importantes. Les scientifiques apprennent déjà comment le corps réagit aux environnements pauvres en oxygène, ce qui pourrait aider à l'avenir les patients atteints de maladies graves et de lésions cérébrales.